Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-30. Au sommaire de cette édition, un ministre tiraillé, ça n'arrive pas tout le temps. C'est pourtant le cas de celui de l'urbanisme, de l'habitat et de l'assainissement. Christian Sossou-Outo est au creux de la vague. Il a le choix entre conserver son portefeuille ou l'abandonner conformément aux instructions de sa famille politique. Et c'est cette dernière option qui sera battue en brèche par les sages de Porto Novo. Vous suivrez en début d'édition la substance de leur déclaration. Et puis, drame, hier à la hauteur de dans la commune de Djidja. Sur la route inter-État Cotonou-Niamey, le véhicule de l'ancien ministre de l'Intérieur, Benoît Degla, est entré en collision avec un camion gros porteur. On dénombre 2 morts et plusieurs blessés graves, dont le ministre lui-même. Toujours dans ce journal, cette crise qui secoue le secteur touristique au Bénin, on enregistre de moins en moins de visiteurs et conséquences, les activités tournent au ralenti. On fera le point dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous préférer. Je l'annonçais tantôt en titre, les sages de la ville de Porto Novo ne veulent pas entendre parler d'une démission du ministre de l'urbanisme du gouvernement. Ils craignent qu'un énième changement à la tête de ce ministère de nouveau les travaux de construction du siège de l'Assemblée pour lequel ils ont longtemps bataillé et qui peinent à s'achever. Leur cri de cœur, ils l'ont fait savoir ce samedi lors d'un point de presse. Aymar Rodonoué et Henri Ganti. Les sages de la ville de Porto Novo sont préoccupés par l'achèvement du siège de l'Assemblée nationale. Alors que le ciel s'était éclairci pour la reprise des travaux, la demande de la Renaissance du Bénin à son ministre Christian Sossou-Outo, en charge du dossier, de démissionner du gouvernement a jeté un froid sur la ville capitale. Les sages de Porto Novo estiment que le départ du ministre Sossou-Outo va ralentir de nouveau les travaux, raison pour laquelle ils implorent la Renaissance du Bénin pour qu'elle revienne sur sa décision le temps que ce chantier pour lequel ils ont bataillé longtemps soit achevé. Personne n'est indispensable, nous le savons bien. Le ministre Sossou-Outo n'est donc pas indispensable. Mais ici, il s'agit de réalités concrètes, d'une manière ou d'une autre. Un fils d'Abomey, Sossou-Outo, après un acte, ne peut pas venir coup sur coup empêcher l'achèvement des travaux du siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo sans que cela soit vécu comme un drame ou une tragédie. Personne ne le comprendrait. Sur le terrain politique, le parti La Renaissance du Bénin et son fief le Zou serait automatiquement indexé par les partisans de la division. Il faut donc en finir avec les discordes d'un autre temps et agir avec discernement. Porto Novo demande donc à Abomey de laisser le ministre Sossou-Outo achever la construction du siège de l'Assemblée nationale. N'avons-nous pas le droit de le demander à Abomey? Abomey devrait-il nous le refuser? Un nouveau ministre prendra toujours un certain temps avant de coller à ces dossiers. Si un autre ministre arrivait, d'ici 1 an, il n'aurait même pas fini d'étudier le dossier. Or, le président il souhaite l'inaugurer en décembre prochain. C'est cela la réalité concrète. La réalité qui dépasse tous les calculs. Il est grand temps d'abandonner les vieilles rancœurs pour faire œuvre utile à cause de notre fraternité à préserver. C'est donc nous qui avons demandé au ministre Sossou-Outo de ne pas démissionner. Et ce sont là les raisons pour lesquelles nous lui avons demandé de rester. Nous souhaitons qu'il soit soutenu également par les siens et que toute la communauté nationale s'accorde pour permettre à notre capitale, à tous, de voir achever le siège de notre Assemblée nationale. La demande des sages de Porto Novo aura-t-elle un écho favorable au niveau des responsables de la RB? Seuls les jours à venir nous le diront. Porto Novo toujours et l'appel à la jeunesse béninoise lancé par le réseau pour l'éveil patriotique REP en vue d'une prise de conscience pour faire face à son destin. C'est à travers une grande mobilisation qui a eu pour cadre l'esplanade de l'Assemblée nationale. La rencontre appuyée par plusieurs mouvements de jeunes a été sanctionnée par une lettre ouverte adressée aux partis et alliances de partis politiques. En substance, le réseau pour l'éveil patriotique REP et ses partenaires plaident pour qu'au moins 75% des positions d'éligibilité pour les prochaines élections soient accordées à la jeunesse en tant que fer de lance de tout développement. Franck Romé Santana, Thibaut Akholopoué.
Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale cette matinée du samedi, ils sont plusieurs centaines de jeunes filles et jeunes gens à répondre à l'invitation du réseau pour l'éveil patriotique. Venus des différentes communes des départements de l'Atlantique littoral et de l'Ouémé Plateau, ils marquent ainsi leur accord avec la vision que prône le réseau pour l'éveil patriotique REP, le refus de l'assistanat qui est une infantilisation de la jeunesse, s'engager et bousculer les choses dans un élan pacifique pour être autonome. Nous avons rencontré les jeunes, on a parlé beaucoup avec eux en dehors de toute pression. On a compris qu'il y a un problème majeur. On s'est dit qu'il faut monter au créneau pour leur dire de revoir un peu la copie, de travailler dans le sens d'une rupture intergénérationnelle. Cette mobilisation tient la promesse du 8 novembre dernier, à en croire le président du REP, soutenu par une kyrielle de mouvements de jeunes actifs et dynamiques. Sincèrement, chers jeunes, soyons tous le porte-flambeau de ce message que le REP délivre ici aujourd'hui. Il faut relayer, il faut faire le plaidoyer qu'il faut au niveau des partis politiques, au niveau des alliances de partis, pour que la jeunesse béninoise soit vraiment celle qui réalise cette rupture de génération que nous voulons de tous nos voeux. Au fond, depuis quelques années, et ayant fait l'école des aînés, ils s'estiment aujourd'hui majeurs pour prendre une direction et donner une orientation à la nation. Pour eux, il est donc impérieux qu'au sein des chapelles politiques, au moins 75% des positions d'éligibilité aux élections soient accordées à la jeunesse. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. La jeunesse doit se réunir, la jeunesse doit aller ensemble pour rétablir ses droits. Et je pense que c'est une chose très importante, ça doit aller. Je vais dire simplement qu'il y a un feu qui a été allumé. Il y a un feu qui a été allumé au sein de la jeunesse en direction des faux systèmes. Et ce vent-là est en train de pousser la jeunesse à prendre conscience. Nos aînés, on le dit, ils n'auront pas la chance de se dérober. Ils ont étudié sous le dos de l'État. Ils ont eu les bourses les plus formidables pour quitter ce pays. Ils sont allés. Ils ont eu de l'expérience en occupant les positions de façon frauduleuse. Ils vont venir donner le meilleur d'eux-mêmes. On va tirer tout d'eux pour la nation. C'est l'heure de la rupture et l'heure de l'engagement, matérialisée par une lettre ouverte adressée à la classe politique. Notre opposition, celle du réseau pour l'éveil patriotique, bien entendu, se justifie par le fait que la jeunesse représente plus de 60% de la population béninoise. Le temps est maintenant venu pour les nouvelles générations de capitaliser vos succès et vos échecs pour bâtir un Bénin nouveau, le Bénin de notre rêve. C'est par la remise de la dite lettre aux représentants des forces politiques présents à ce grand rassemblement qu'ils ont projeté une autre rencontre pour évaluer l'écho du message. À la Chambre des notaires du Bénin, il n'y aura pas de rupture, mais plutôt un bilan de 3 journées portes ouvertes organisées par ses membres. Eh bien, ils se sont retrouvés et ont procédé à une évaluation de 10 années d'application du Code des personnes et de la famille. La rencontre s'est également penchée sur le point des consultations gratuites données pendant ces journées. C'était samedi à la nouvelle maison du notariat. C'est l'apothéose de 3 jours d'intenses activités et de fructueuses réflexions. 3 jours de rencontres et d'échanges avec la Chambre des notaires du Bénin, mais surtout 3 jours de compréhension et d'appréhension de la notion de notaire, de ses attributions et de son domaine d'action. Juriste compétent, le notaire répond avant tout à des objectifs précis. Nous rapprocher de la population, de nos concitoyens, pour jouer notre rôle de juriste de proximité que nous sommes, d'instituteurs de la loi que nous sommes. Parce que notre mission est une mission de service public, un service public d'authentification. Au menu de ces 3 jours, des consultations gratuites sur l'étendue du territoire national. À Cotonou, Porto Novo et Savet, ces hommes et femmes, délégataires de la puissance publique, sont allés vers la masse avec laquelle ils se sont entretenus et échangés. In fine, cette rencontre informelle avec le peuple a permis de comprendre ses aspirations sur le sujet. Les populations ont surtout aussi voulu savoir ce que c'était qu'un régime matrimonial, l'intérêt qu'il y avait à choisir tel ou tel régime avant de se marier, les droits de chacun des époux, c'est important pour notre société. La question des droits successoraux des enfants naturels, on sait que c'est un phénomène
à ne pas négliger dans notre société. Les questions sur les droits successoraux des enfants naturels sont beaucoup revenues. Toutes ces inquiétudes se rapportent à une thématique, le Code des personnes et de la famille en application au Bénin depuis 2004. 10 ans après, ceux qui sont censés mieux l'appliquer et l'instruire trouvent quelques insuffisances vite comblées. S'agissant des droits successoraux des frères et sœurs en présence de l'un des ascendants, que ce soit le père ou la mère, tantôt le Code parle de 3/4, tantôt il parle de moitié. C'est une incohérence, c'est une qu'on peut relever, qu'on relève facilement. Il y a également quelques zones d'ombre concernant le cas de la femme, la femme mariée de façon coutumière, mais dont le mariage n'a été dissous qu'après l'avènement du Code. Ça pose quelques problèmes. Doit-on lui appliquer les dispositions antérieures au Code? Doit-on lui appliquer celles qui sont proposées par le Code? Avec ses 33 membres, la chambre du notaire, sinon la maison du notaire est désormais existante et elle se dresse majestueusement dans un quartier populeux de Cotonou. Au-delà des cabinets particuliers donc, ici est la maison commune de ces officiers publics ministériels. On parle à présent de cette sortie du Conseil national des exportateurs du Kaju. Ses membres étaient face à la presse ce samedi. Objectif, apporter des clarifications sur certaines déclarations formulées et relayées sur la campagne de commercialisation en cours. C'était lors d'un point de presse dont voici la teneur. Le Conseil national des exportateurs du Kaju a suivi avec une attention soutenue les différentes sorties médiatiques de certains acteurs de la filière Anacad. C'est le lieu de porter un démenti formel sur les allégations relayées dans la presse concernant une certaine caution et un certain prélèvement à payer avant toute exportation de noix de cajou. Le CONEC ne s'associe guère à une telle contre-vérité qui s'élève de la manipulation et du dilatoire. Par ailleurs, nous savons tous au niveau de notre association professionnelle, le CONEC, combien il est important d'installer et de faire tourner les usines en vue d'encourager les opérateurs économiques qui s'engagent dans l'industrie à cajou, créateurs d'emplois et de la richesse. Nous tenons à rappeler l'opinion nationale et internationale que le comité de suivi de la campagne de commercialisation de la noix de cajou auquel appartiennent toutes les familles, à savoir la Fédération nationale des producteurs d'Anacad du Bénin FENAPAB, la Fédération nationale des acheteurs de produits agricoles et tropicaux FENAPAT, le Conseil national des transporteurs de cajou CNTC, l'UNADEST TP et le Conseil national des exportateurs de cajou a toujours travaillé pour la promotion de la filière Anacad. Le CONEC, par ma voix, voudrait rassurer toute la famille de la filière cajou, les autorités de notre pays et surtout Madame le ministre de l'Industrie, du Commerce, des petites et moyennes entreprises MICPE, du bon déroulement de la campagne de commercialisation de noix de cajou. Et puis le Conseil sectoriel pour le dialogue social entendé CSDS a organisé les 29 et 30 janvier sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2014. À cette assemblée générale, des doléances ont été faites à l'autorité sous tutelle pour revoir le statut des enseignants du secondaire. D'autres points ont été également soulignés. C'est dans la salle de conférence des tours administratives. Émile Azokota et Bergedor Adjiou. Encore, responsables à divers rangs de l'enseignement secondaire se sont réunis pour débattre des questions vitales au sein de leur corporation. Une assise qui s'inscrit dans le cadre de la 3e session ordinaire du Conseil sectoriel pour le dialogue social. Nous pensons que la tenue donc de telles assises pour évaluer les APC permettrait de savoir ce qui s'y passe réellement
et de mettre tout le monde à l'aise. Mais je voudrais humblement conseiller, suggérer donc au ministre de faire en sorte que ces assises ne soient pas la juxtaposition de deux monologues. Monologue entre les défenseurs zélés des APC et les adversaires irréductibles de ces approches. Cette troisième session s'est tenue dans des conditions économiques très austères, dues au nombre important d'organisations syndicales membres de ce conseil. Et 3 points étaient au menu des échanges. La première, relative à la réduction des salaires, je puis dire que c'est ici et en ces lieux que nous avons l'information. Au nom de tout l'intérêt majeur que M. le ministre porte à l'action syndicale, il a accédé à la satisfaction des doléances des partenaires sociaux en ce qui concerne les mutations querellées. Les problèmes d'insatisfaction, c'est vrai, il peut y en avoir. Je crois que c'est bien ensemble que nous pourrions, n'est-ce pas, donc, eh bien, les conjurer. Et là, il n'y a pas de problème. Vous serez associé, monsieur le premier vice-président, il n'est pas tard, vous serez associé, n'est-ce pas, donc, à ces travaux donc, de PTA. L'atelier a duré 2 jours. Il a permis aux participants d'apprécier et de faire le compte rendu des travaux de finalisation de l'avant-projet du décret portant statut particulier des corps des personnels enseignants du secondaire. En titre, cet accident mortel survenu hier sur la route inter-État Cotonou-Niamey à hauteur de Dan dans la commune de Djidja. Le véhicule de l'ex-ministre de l'Intérieur, Benoît Degla, est entré en collision avec un camion gros porteur. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, de plusieurs blessés graves, dont le ministre lui-même. Le véhicule, quant à lui, est complètement calciné. Pamphile Zissoupli. Voilà ce qui reste du véhicule Prado 4x4 de l'ex-ministre de l'Intérieur, Assouan Benoît Degla. Aux environs de 11 h ce samedi, alors que le conducteur serait en train d'effectuer un dépassement, il s'est retrouvé nez à nez avec un camion citerne. Et ne pouvant plus l'éviter, un choc frontal s'en est suivi. Un accident de la circulation qui a eu lieu à hauteur de Dan dans la commune de Djidja. Bilan, 2 morts sur le champ. Le garde-corps et une personne non encore identifiée. Le ministre Degla et une dame, selon les témoins oculaires, auraient reçu des chocs et aussitôt transférés à l'hôpital de Dassazouma. C'est un dépassement qui a occasionné l'accident. La voiture du ministre a heurté ce camion-citerne et a pris feu. Nous, on est allé chercher des coucoupes pour ouvrir les portières. On a pu sortir le ministre et une dame, mais la portière du policier a refusé de s'ouvrir. Il a donc été brûlé vif. Aux dernières nouvelles, on apprend que le ministre Degla par hélicoptère a été évacué de l'hôpital de Dassazoumé au CNHU Hubert Koutoukou-Maga. Assemblée générale ordinaire, cette fois de l'association Action Solidarité Partage ASP. Ses membres se sont retrouvés à Cotonou dans le cadre de la tenue de leur rencontre statutaire annuelle. ASP est une association à but non lucratif humanitaire et régie par la loi du 1er juillet 1901. Le présent rendez-vous est statutaire et se tient pour la 6e fois depuis la création de l'association Action Solidarité Partage ASP. Les membres devraient se retrouver chaque année pour faire le point des activités menées et harmoniser les différents documents, statuts et règlements qui régissent l'association en fonction de l'évolution des idées, mais surtout des difficultés rencontrées au cours de l'exercice précédent. Au cours de cette assemblée, il a été question de toiletter un peu les tests parce qu'aujourd'hui, l'association est en train de grandir sérieusement à travers ses membres parce qu'on a quitté 12, on est allé à 24, 48. Aujourd'hui, vous voyez un peu ce que ça donne. Des amendements ont donc été apportés au test. À l'issue des travaux, les structures de direction de l'association ont également été reconfigurées avec notamment quelques modifications de nom. Avant, on avait un président d'honneur, mais aujourd'hui, c'est un président fondateur. C'est le président fondateur, M. Clovis Agossou,
entouré de quelques membres par rapport au conseil d'administration. Aujourd'hui, nous avons aussi une coordination. Et cette coordination, mandatée par le conseil d'administration, assure tout ce qu'il y a comme travaux et activités au cours de chaque exercice. Et cette coordination a un mandat de 3 ans. Avant l'ouverture des travaux en commission, l'expérience du président de la Fondation Mathieu Kérékou pour la paix, l'unité et le développement a été mise à contribution pour un entretien des membres sur le leadership social comme un des moteurs de développement économique du Bénin. L'ASP est une idée originale de Clovis Agossou qui, en 2008, réunissait autour de lui quelques amis. Les discussions avaient alors abouti à la nécessité de se mettre ensemble pour s'entraider, s'assister moralement, physiquement et financièrement dans toute situation. Ce qui est devenu aujourd'hui le principal objectif de l'association qui se donne d'apporter son soutien au développement du Bénin par des actions de solidarité entre ses membres et les couches vulnérables. L'univers syndical du secteur de la santé a enregistré ce week-end la naissance d'un nouveau creuset. L'Union nationale des sages-femmes du Bénin a été portée sur les fonds baptismaux à l'Infosec de Cotonou. À l'issue d'une assemblée générale constitutive, l'événement a été rehaussé par la présence de secrétaires généraux de plusieurs centrales syndicales. Narcisse Alossé, bienvenue Ngwe. Un nouveau-né est venu au monde. Si le mot nouveau-né est familier à l'univers des sages-femmes, son contexte ici affiche une singularité parce qu'il sonne l'ouverture d'un nouvel horizon pour cette profession tout aussi vieille que le monde. Seulement, la sagesse reconnue à la blouse rose s'effrite, d'où le réveil de ces femmes pour une lutte syndicale. L'UNASAF Bénin se propose de redonner au syndicalisme les atouts nécessaires à la défense de toutes les sages-femmes et celles qui exercent des fonctions périphériques ou similaires. Les choses bougent et rester derrière le mouvement, c'est nier sa propre existence. Les défis auxquels l'UNASAF Bénin doit répondre sont nombreux. L'Union nationale des sages-femmes du Bénin se veut surtout un bourreau pour le terrorisme syndical qui, selon ces femmes, s'intensifie de nos jours. Et le nouveau-né peut déjà compter sur le soutien des centrales syndicales. Partout où les travailleurs s'organisent pour mieux affûter les armes de lutte syndicale, nous serons à leur côté. Donc la CGTB vous apporte son soutien indéfectible et total. Les 150 syndicats de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, la Fédération des syndicats du ministère des Finances, tout le forum des travailleurs et des peuples sont d'accord avec vous. Ils se mettront comme un seul homme pour obliger le patron à satisfaire toutes vos revendications. Nous sommes là. Mais en attendant l'élaboration de leur plateforme revendicative, ces sages-femmes et d'autres femmes exerçant les fonctions similaires ont procédé à l'amendement des tests devant régir leur organisation syndicale avant d'élire sous les yeux d'un représentant du ministre de la Santé leurs responsables. Ces dernières donnent d'ailleurs déjà un mot d'ordre par rapport au mouvement de débrayage observé actuellement dans le secteur. Comme vous le constatez, nous venons de naître. Et comme cela, nous n'appartenons pas encore à l'intersyndicale. Donc, nous ne pouvons pas, sans nous concerter, réfléchir et réorienter la lutte, nous adhérer carrément à cette grève illimitée. Nous ne sommes pas donc en grève. Nous allons travailler le temps de réfléchir pour réorienter la lutte. En page économie, la crise dans le secteur touristique au Bénin. Il est en plein dans une période de vache maigre, conséquence directe de la psychose entretenue conjointement par Ebola et ça. Et Émile Adjo. Plus d'un mois déjà que la saison cynégétique 2014-2015 est officiellement lancée sur toute l'étendue du territoire national. Au parc de la Pandjari, l'affluence des années antérieures a tout de suite se déplacé à une désertion totale des lieux. Les touristes se font de plus en plus rares et les statistiques audites des responsables des lieux sont alarmantes. L'affluence n'est pas la même. L'intensité des visites a chuté. Nous avons remarqué qu'entre juillet et décembre,
nous tournons autour de 1800 visiteurs. Mais avec le mois de décembre comme un mois capital, un mois de pointe. Mais malheureusement, pour l'année 2014, déjà on est descendu à 1350, 1400. Entre juillet et décembre, et avec des tendances allant toujours de moins en moins, parce que avant la saison, pour beaucoup de visiteurs, il y a des réservations qui se font. Donc les gens réservent, je visite le parc tel nombre de jours, contactent aussi les structures hôtelières pour réserver, mais les informations qui nous parviennent est que de façon cascadée, les réservations sont en train d'être annulées. Véritable casse-tête à la direction du parc, mais également au niveau des principaux maillons de la chaîne touristique du parc, dont les complexes hôteliers, et qui assuraient l'accueil et l'hébergement des milliers d'expatriés venus à la découverte des merveilles du pays. La plupart de nos clients, c'est des expatriés, c'est-à-dire des Européens, des Américains. Depuis que Tangeta a été déclaré en la zone à virus Ebola, bon, Lassa, vraiment, présentement, ça ne va pas. Sinon, si nous prenons le chiffre d'affaires de l'année 2014, c'est-à-dire du 1er janvier 2014 au 15 janvier 2014, et on fait la comparaison entre le 1er janvier 2015 au 15 janvier, on n'a même pas encore fait un tiers du chiffre d'affaires de l'année 2014, sinon ça ne va pas. D'autres opérateurs touristiques affectés par cette situation, ce sont les agences de voyage et les transporteurs privés qui rallient le parc, servant en même temps de guide à ces visiteurs une fois sur le terrain. Mais depuis que ces touristes sont raréfiés, ces acteurs non moins importants de la chaîne se tournent les pouces. Mais là, ce qui se passe, c'est catastrophique, hein, parce que là, c'est le chômage total. Depuis que sur les médias, sur Internet, les gens ont su qu'il y a Lassa, il y a Ebola, ça a freiné nos activités. Là, c'est compliqué, quoi. C'est très, très compliqué parce que vous imaginez, on travaillait presque, je dirais, par mois, on a au moins les 3 tiers du mois, on est dans le parc, on est dans les activités. Mais là, on peut faire 1 mois, 2 mois sans bouger. C'est foutu, quoi, comme on le dit. C'est très catastrophique. Les raisons qui sous-tendent la désertion du parc national de la Pandjari, n'allez pas la chercher ailleurs. L'alerte maximale sur le virus Ebola qui sévit dans certains pays de la sous-région et surtout l'apparition de son cousin immédiat, Lassa Tangeta, plaque tournante du tourisme au Bénin. La cause, c'est ce que nous savons, c'est les informations et les risques liés aux maladies selon les gens. Déjà, quand je parle de juillet jusqu'à décembre, la première partie, c'est déjà la question de Ebola. La question de Ebola qui a, c'est pas seulement au Bénin, mais ça a donné un coup à tout le système de gestion de faune dans la sous-région ouest africaine. Parce que quand l'information est partie, les sensibilisations ont été faites, le large public connaît actuellement ce qu'on appelle le virus Ebola et les risques de côtoyer la faune sauvage. Au-delà des complexes hôteliers et des transporteurs qui sont frappés de plein fouet par cette crise touristique, il existe d'autres victimes collatérales. Revendeurs d'objets et les musées qui reçoivent de moins en moins de visiteurs expatriés. Avant, c'est l'heure, on a assez de touristes qui viennent à tout moment à visiter, mais cette année, on peut dire qu'il y a moins, quoi. Donc comme il y a Ebola qui se passe un peu partout en Afrique, il y a la Sahara aussi, à Tangeta. Donc peut-être c'est ça qui empêche les touristes de venir. Mais j'espère que on ne parle plus Ebola, tu vois. On ne parle plus, il n'y en a plus, quoi. Et la Sahara aussi, tu vois. Ici, il n'y a pas Ebola, il n'y a pas la Sahara aussi, quoi. Face à cette situation désolante dont l'issue n'est pas pour demain, des alternatives ne manquent pas pour faire de Pandjari une destination touristique incontournable. Ce que nous sommes en train d'envisager, c'est-à-dire de développer le tourisme local, pour qu'on n'attende pas toujours ces Européens qui viennent ici. Si nous pouvons développer notre propre tourisme, je crois qu'on n'aura plus à avoir ce choc-là, quoi. Mais en attendant, ces acteurs touristiques continueront de tourner les pouces, espérant le retour incertain des expatriés, vu que les nationaux n'ont pas encore la culture du tourisme. Ouidah mérite de se développer davantage et c'est cela le leitmotiv des jeunes, des femmes et des sages de cette ville qui sont sortis nombreux ce samedi 31 janvier pour
exiger des uns et des autres davantage d'engagement. Elvis Tonoucoin. C'est une foule immense estimée à plus de 1000 personnes qui a pris d'assaut le samedi 31 janvier l'hôtel de ville de Ouida pour appeler au développement. Une initiative des jeunes sortis de toutes les rues et localités auxquelles se sont joints femmes et sages de la commune. Pour les initiateurs de la manifestation, il est temps que les querelles intestines laissent place à la conjugaison des efforts. Nous mobilisons dès maintenant à tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Nous invitons ainsi nos sages, nos parents, nos aînés et la société civile à s'unir autour du développement prospère et radieux de notre commune en laissant derrière eux les propos diffamatoires. Invité expressément à venir sur les lieux, le maire de la commune, Séverin Adjovi, a dû écourter ses occupations pour répondre à l'appel. Les jeunes menaçant d'y passer la nuit s'ils ne le voyaient, et son arrivée qui calme et rassure les ardeurs. J'aime ma ville, j'aime tous ceux qui nous entourent. Aimez-vous aussi, il faut aimer les autres. Nous ne sommes pas méchants, Ouida, nous sommes des gens bien. Malheureusement, nous ne comprenons pas vite. C'est pour cela que vous devez partager cet amour avec ces jeunes, cet amour avec moi-même, pour que demain soit un bon demain pour nos enfants, nos petits-enfants. Séverin Adjovi épouse la préoccupation des jeunes. Il invite alors tout le monde à prioriser le développement de la commune de Ouida en écoutant les cris de détresse de la jeunesse. Ces jeunes qui montent, qui veulent nous donner l'exemple. L'exemple, même nous anciens, parfois nous avons besoin de leur exemple. Parce que si nous avions à un moment donné fait des erreurs au niveau de nos comportements vis-à-vis de nos enfants ou vis-à-vis de nos aînés, il arrive des moments où on doit faire un examen de conscience et dire qu'est-ce que nous devons faire pour faire évoluer notre ville. Les manifestants sont repartis dans l'espoir que leur appel a été entendu par les aînés pour l'essor de la commune. Dans le reste de cette session, une cérémonie dite Huetanou qui draine une foule importante autour d'un homme. Cela se passe à Sebouroué. Là-bas, ce serait un tradithérapeute à succès qui focalise les attentions. Vous le verrez également dans cette deuxième partie, on n'en finit pas avec les cérémonies de présentation de vœux. Il y en a eu ça et là, notamment à Zobodomé où militants et responsables de l'Alliance Force Clé se sont retrouvés pour sacrifier à la tradition. Il s'appelle Khuno Ekpenzi Tonase et vit dans la localité de Sebouroué, département de l'Atlantique. Connu pour ses compétences dans la guérison de toutes sortes de maladies, il inspire confiance et admiration et du coup draine une foule impressionnante à l'image de celle qui, le samedi 31 janvier, a pris part à la séance publique de guérison et de bénédiction dite Huetanou qu'il a initiée dans son village. Reportage. Ils étaient nombreux à faire le déplacement de Sebouroué le samedi 31 janvier pour ne pas rater les bénédictions de Khuno Ekpenzi Tonase, des malades souffrant de plusieurs maux. Et le miracle vient de ce balai, peu ordinaire, que le dignitaire impose à ses patients pour opérer leur guérison. C'est mon papa qui fait ça. Ce balai que vous avez vu dans ma main, c'est pour mon papa, c'est pas pour moi. Que mon papa utilise chaque année pour guérir les gens. Les maux de tête, les maux de reins, les pieds, l'épilepsie, le diabète, l'œil, stérilité des femmes, c'est des hommes. Un peu de tout on fait. C'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. Et les gens même sont là pour témoigner. Ils sont là. Les gens qui ont eu les enfants, les gens que j'ai traités. Il y a des gens qui ont quitté Gabon pour ici, que j'ai traités. Il y a quelqu'un là qui, les choses sont dans sa tête. Je suis parti traiter. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a des femmes là qui sont enceintes maintenant, là où on parle. Donc, et puis on fait ça, vous avez vu, on fait ça gratuitement. Le balai sa puissance, il les a hérités de son père. Et depuis 34 ans, il guérit de courbatures, de migraines, des maux de reins, de la cécité, des douleurs dans les membres inférieurs et supérieurs et aussi de la paralysie. Les témoignages sur sa puissance n'en manquent pas.
Il fallait que moi-même j'assiste, que je voie, que je n'entende pas. Parce que à cause de Sa Majesté, j'ai été sorti de beaucoup de situations. Depuis 2012, je suis paralysé à la maison. C'est grâce à lui que je suis debout. Et j'ai profité de cela par cette santé que Dijon m'a aidé de me donner. J'ai dit que je vais assister à cette cérémonie pour voir et aller raconter aux autres. C'est une cérémonie annuelle que le dignitaire du Vaudou organise. Cette année, il a voulu la démarquer de la célébration de la fête officielle du 10 janvier. On fait ça tous les 10 janvier. Mais on a vu que bon, 12 janvier, là, c'est... tout le monde fait la cérémonie là. On a pensé un peu pour la fin. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous avez vu les dignitaires, tous les sont là. Les têtes sont là. Ces pères sont venus de plusieurs départements du Bénin pour le soutenir dans le cadre de la célébration du Fouettanou. Rounoek Penzintonacé en était comblé. 11 années de vie, cela se fête. C'est d'ailleurs le cas pour le club sportif Les Anges de Cotonou. Ses membres se sont retrouvés pour se recréer vers le point du chemin parcouru et se tourner vers l'avenir. Compte rendu. À la place des activités sportives, chaque samedi matin, l'instant était récréatif et festif. Avec ses membres, au grand complet, le club sportif Les Anges se retrouve pour célébrer des années de vie commune, de fraternité partagée et d'activités sportives bien nourries. Vous savez, une fois, dans la vie d'un club, il faut toujours un jour pour se réjouir. Nous sommes ici en train de fêter 11 ans. C'est pas beaucoup, mais c'est pas peu aussi. Donc, comme il est de coutume, vous savez, plusieurs activités meublent la vie d'un homme. Après le travail, nous allons faire la détente physique au niveau du sport. Et puis bon, pourquoi ne pas coupler avec la détente physique une journée récréative. Au menu, un repas commun, partagé dans une ambiance servie au mieux et une euphorie renouvelée. Dans leur diversité et leurs différences socio-professionnelles, ils ont mangé et bu, mais toujours avec au cœur les vertus du sport. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est tout. Donc chaque dimanche que je me retrouve, je sens de la régresse. Je sens que d'abord je rencontre des amis à qui je vais passer un bon moment. Avec eux. En plus de ça, le fait que je fais ce sport, ça me permet de me garder la ligne toute la semaine. Des femmes qui travaillent, surtout, de toutes les femmes, de toutes les conditions socio-professionnelles, de pouvoir oublier tout un jour, samedi ou dimanche, matin ou soir, pour pouvoir mener les activités sportives, marcher dans son quartier, et faire du jogging, faire quelques mouvements de gym, c'est toujours important, ça décompresse. Mais en attendant, la décompression a commencé plus tôt. Un balai de vœux à présent a commencé par le ministère de l'Énergie où le personnel a sacrifié à la tradition. Eh bien, la cérémonie a permis également de jeter un regard rétrospectif sur l'année écoulée et de faire des projections. Laurence Ngandou et bienvenue Moué. Se souhaiter le meilleur pour 2015, c'est ce qui réunit ces acteurs et cadres du ministère de l'Énergie. Une cérémonie qui est aussi celle de bilan pour ces travailleurs. Le bilan au 31 décembre 2014 de l'exécution financière du budget exercice 2014 indique que les dotations du MEP-MEDER ont été engagées à hauteur de 38 milliards 91 millions 526 911 francs CFA, soit un taux de consommation base engagement de 96,99%. Sur base ordonnancement, ce taux est de 45,20%, correspondant à un montant ordonnancé de 17 milliards 751 millions 989 479 francs CFA. Des avancées notables, c'est ce que l'on peut retenir de la présentation détaillée des activités et réalisations du ministère en 2014 aux côtés des différents partenaires. Mais on est encore loin des résultats escomptés. Nous ne pouvons pas nous réjouir lorsque certaines populations de nos chefs-lieux d'arrondissement et de nos villages
de nos campagnes et même de nos villes continuent de vivre dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas non plus nous réjouir tant que toutes les populations de notre pays, même celles des régions les plus reculées, ne peuvent pas encore disposer d'eau potable pour étancher leur soif et satisfaire leurs besoins quotidiens, et que malgré les énormes potentialités dont regorge notre sous-sol, les apports en ressources de notre ministère au budget national restent à l'heure actuelle pratiquement insignifiants. Le mot d'ordre est donc l'effort et toujours plus d'efforts dans tous les domaines. Joignant l'acte à la parole, des cadres ont reçu leurs nouvelles directives pour l'année 2015. Et pour ceux arrivés en fin de course, il y a eu des mots de remerciement et des présents symboliques. Les agents du ministère de la Santé ont eux aussi sacrifié hier à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Pour la nouvelle année et pour l'occasion, le professeur Dorothée Akoko-Kindé-Gazard a sonné la remobilisation de tous ses collaborateurs pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les acteurs du système sanitaire. D'ailleurs, certains d'entre eux admis à la retraite ont été reçus dans divers ordres nationaux par la grande chancellerie. Narcisse Alosseïder, on peut vivre. Le bilan des grandes réalisations qui ont été faites au cours de l'année 2014 et les perspectives pour la nouvelle année 2015 ont suivi les vœux que le ministre de la Santé et ses collaborateurs se sont formés. Un bilan tracé par le secrétaire général adjoint du dit ministère qui n'a occulté aucun compartiment du système sanitaire béninois. Le bilan a surtout révélé que les 76 milliards 315 millions mobilisés comme budget à ce secteur en 2014 ont accouché des acquis porteurs d'espoir. Ces réalisations et acquis sont à mettre à l'actif de nous tous ici présents, principaux acteurs du système sanitaire de notre pays, malgré les difficultés que nous avons connues tout au long de l'année. Ma vision pour le secteur de la santé a toujours été donner une nouvelle impulsion et un dynamisme moderne à notre secteur. À cette vision, le professeur Dorothée Gazard a ajouté une meilleure évaluation individuelle des acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et de privilégier les résultats. Et 16 de ces acteurs qui ont obtenu les meilleurs au cours des 30 années de service ont été reçus dans divers ordres nationaux à la grande chancellerie. L'initiative de cette cérémonie est pour nous un encouragement fort en direction des agents méritants. C'est donc à juste titre que nous sommes fiers et souhaitons à nos collègues encore en service du courage et de l'ardeur au travail afin de continuer à répondre au mieux aux sollicitations des populations à tous les niveaux de la pyramide sanitaire nationale. Que votre détermination serve d'exemple à la génération montante. En plus de ces récipiendaires, les agents les plus méritants ont été gratifiés de présents en marge de cette cérémonie. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, les échanges de vœux carrément fin janvier des militantes et militants de l'Alliance Force Clé. Et ils se sont retrouvés autour de leur leader, Lazare Serruta, pour lui souhaiter une bonne et heureuse année et en même temps le rassurer de leur soutien. Imet Hélène Amoussou. Initiés par les militants de l'Alliance Force Clé pour présenter les vœux du nouvel an à leur leader, ces retrouvailles prendront l'allure d'un meeting de soutien, la première de l'année en cours, entre ces acteurs à la base. Avec les responsables de ce regroupement politique, cette rencontre constitue également pour les organisateurs un événement majeur après la dernière démission enregistrée au sein de leur groupe. À tour de rôle, jeunes, femmes, hommes sages et autres membres influents se succéderont au pupitre avec dans leur intervention des mots d'apaisement, d'encouragement et surtout de détermination. En ce temps-ci, nous vous demandons d'être patients et nous vous remercions pour votre silence total qui vous caractérise et qui fait de vous un homme, un leader incomparable, incontournable. La clé de cette commune est dans votre main. Personne ne peut vous le prendre. Les hommes, les femmes et les jeunes de Zobodomé n'accepteront jamais cela. Nous sommes debout et formons un bloc indestructible derrière vous. Que cette année soit pour lui une année non seulement de toutes les victoires, mais de consolidation de sa conviction.
et qu'il sache que vous et nous avons toujours besoin de sa grande forme, de sa victoire, pour que demain soit pour nous le meilleur qu'on a toujours envisagé. Attendu pour se prononcer sur cette démission qui suscite tant d'interrogations, le président Lazare Maurice Serwetor, tout en retournant à l'assistance ses bons voeux pour l'année 2015, va plutôt les inviter à un autre combat, du moins plus important pour lui. S'il y a eu des choses qui ont été mal faites, il faut en tirer le son pour mieux faire. S'il y a eu des choses qui sont bien faites et qui ne sont pas bien perçues, faites un peu plus d'efforts. Ne laissez pas de place à la division. Ne laissez pas de place à la diversion. Ne laissez pas de place à ceux qui veulent profiter de ce pays, manger les œufs et détruire la poule. Moment fraternel nécessaire pour resserrer les liens entre les militants et sympathisants de l'Alliance Force Clé sur la terre promise après des mois d'inactivité. Ces retrouvailles leur a aussi permis d'être informés sur les nouvelles directives à suivre. Une association naissante, c'est à Doumé, dans la commune de Savalou. Le tout nouveau creuset des femmes, dénommé Ilema Kadjoche, je vais y arriver, fortement soutenu par les cadres de la 9e circonscription électorale, notamment le ministre Komikuche et son épouse, marraine de la cérémonie. Pamphile Zissoupli et Georges Vaudounou. Présentation des membres de l'association des femmes de l'arrondissement Ilema Kadjoche au cadre et en particulier au ministre Komikuche à Doumé, une localité située à l'ouest de Savalou, le plus grand arrondissement de cette commune. Dans cette cité des Ologoma, une foule impressionnante de femmes est allée non seulement souhaiter les vœux de nouvel an au ministre des Finances et de l'Économie et au chef de l'État, Dr Boniyayi, mais aussi présenter officiellement l'équipe de ces braves Amazones. Elles ont également saisi l'occasion pour inviter le ministre Komikuche et sa suite à penser à la représentativité effective dans les instances de prise de décision. Nous voudrions témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit des acteurs qui ont œuvré à la tenue effective de l'événement. Comme vous-même vous l'aviez constaté, c'est une grande joie qui anime l'ensemble des populations en raison justement de choix qu'occupe la femme dans notre société. Cette initiative pour Zénabou Kouché, marraine de la cérémonie, est salutaire. Selon elle, ce creuset permettra aux femmes de Doumé de sortir du carcan social, barrière pour l'émergence de la gente féminine. Elle a invité par ailleurs tous les cadres de la 9e circonscription électorale, surtout le ministre Komikuche, à soutenir ces femmes. L'association Ilema Kadjoche, notre mission est de venir en soutien à toutes les initiatives comme celle-ci qui visent notre plein épanouissement. Nous ne marchanderons pas notre aide et présence partout où nous serons sollicités. Chers cadres de Doumé, je me retourne vers vous pour ainsi solliciter votre soutien quotidien et sans faille à cette association. Nous demandons également que cela se répète dans tous les arrondissements de la commune de Savalou afin que la fédération des femmes de la commune puisse voir le jour. Nous sommes aujourd'hui très contents que les femmes au niveau de notre département aussi s'organisent, se mobilisent pour porter haut le flambeau, pour soutenir le président de la République et soutenir notre frère, le ministre Komikuche. Le ministre Komikuche, l'homme autour duquel se mobilisent toutes ces femmes, a promis travailler coude à coude avec ces dernières pour un vrai développement local et national. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre attachement à Canal 3, votre chaîne préférée.